Commencé les entretiens, ça remonte à 40 ans maintenant, 1981. La plupart étaient encore vivants. Et on s'aperçoit, au fond, lorsqu'on fait un document comme celui-ci, combien vous aviez eu raison, au fond, de recueillir leurs paroles, parce que, en fait, bon, évidemment, ils ont tous disparu, mais ils restent vivants, et ils restent humains surtout. C'est ça. Cette dernière image-là, Mifliker, qui raconte l'extermination de sa famille, avec son accent yiddish. Mais comment on fait pour retenir ses larmes aussi, nous, quoi? C'est incroyable. Alors évidemment, on va aller au cœur du sujet, parce que au fond, il faut le savoir. Et j'ai retrouvé des notes, figurez-vous. Et je vous en avais parlé quand je vous avais joint au téléphone. C'est que en 1985, quand le film est sorti, déjà j'écrivais dans Actualité juive et je rendais compte de la sortie de ce film avec un titre « Terroriste à la retraite, : la censure inacceptable ». Parce qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si dans la salle vous étiez déjà présent en 1985 lors de la sortie du film, je ne crois pas parce que je vois que des visages jeunes. Mais il faut savoir que ça a été un scandale incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans le film, il y a plusieurs parties dans le film. Il y a un moment où, effectivement, ça décroche, puisque, en fait, il y a une accusation qui est portée à l'encontre, évidemment, des responsables du Parti communiste de l'époque. Et il y a toute une première partie où, en fait, ils racontent la façon dont ils se sont portés dans ce combat à main nue. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ces hommes-là, c'est l'honneur de la France. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire de voir que, en fait, ils ne vont pas être soumis et qu'avec leurs petits moyens, ils vont se battre contre le molosse nazi. Or, je reviens à ça, c'est que, en fait, dans cet article, déjà, je montre comment, en fait, il y a cette réaction de la part du Parti communiste à ce moment-là, qui va interdire la diffusion du film à la télévision. Et là, je dois rendre hommage à mes amis, les Klarsfeld, et en particulier aussi Annette Zenman, qui aurait dû être là ce soir, mais qui est fatiguée. Et je vous parlais de 85 avec cet article. Dans le bulletin des fils et filles de Serge Klarsfeld, de la même époque, voilà ce qu'il disait. Et je voudrais le citer, il dit la chose suivante. Plusieurs membres de notre association, en particulier Annette Zenman et Léon de Sévéry, qu'Annette a bien connu aussi, ont joué un grand rôle dans la décision de reprogrammer le remarquable film de Moscou après la censure dont il avait été la victime. Nous pensons que vous l'avez tous vu et apprécié le fait que la lutte armée contre l'occupant avait été menée par ces juifs apatrides qui, selon la légende, avaient été arrêtés comme des moutons. Nous poursuivrons exactement ce qui s'est passé dans la question juive en France et quel a été le rôle des juifs en France. Alors, Monsieur Moscou, je vous appelle Moscou, voilà. J'ai beaucoup de questions, mais je crois qu'on va aller à l'essentiel. Il y a deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est est-ce que, au fond, par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce que l'on sait, la question centrale renverrait au fait que ces hommes seraient restés en place et n'auraient pas été dispersés. Y a-t-il eu, c'est la question, un débat interne pour mettre ces combattants à l'abri? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est effectivement la relation qui est suggérée dans le film entre la tête du parti et le fait qu'on avait affaire donc à des juifs étrangers communistes.
Et en fait, je renverrai après une question à Annette, parce que Annette, évidemment, c'est la grande spécialiste aussi de cette résistance juive communiste. C'est le fait que, et je vais tout de suite citer Annette, parce qu'il y a son maître ouvrage. Son maître ouvrage, c'est évidemment, ils étaient juifs, résistants et communistes. Et voilà ce qu'elle dit. Pendant des semaines, la polémique fit rage. À cette époque, je me suis demandé si le problème de la chute de ces combattants prestigieux n'était pas un problème écran, au sens où Freud parle de souvenir écran. Mais elle est importante, condensant, parce que je partage aussi ton point de vue d'une certaine manière, condensant l'essentiel des questions posées par le combat de ces émigrés juifs, tout en empêchant la véritable histoire d'advenir. Et alors, tu ajoutes, en focalisant sur cet épisode, on en oubliait la totalité de l'action de la Moye, on oubliait de poser les problèmes de la stratégie et de la tactique de la résistance communiste dans son ensemble et du rôle que durent y jouer les émigrés. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Oui. Moi, je partage pas ce point de vue. Sur le souvenir écran, elle le dit, c'est pas un écran. Non, mais c'est sa période de psy. Hein. Non, je vais vous dire en deux mots. Oui, allez-y. Moi, je suis né après la guerre. J'ai eu du mal avec la Shoah. Est-ce qu'il est possible, quand on parle... Oui, parce que... Oui. Moi, je suis né après la guerre. La Shoah, ça a été difficile à supporter pour moi, donc j'ai toujours cherché à respirer du côté des rebelles, des résistants, des insoumis. Donc très jeune déjà, j'ai commencé à lire des livres sur l'insurrection du ghetto de Varsovie, sur l'insurrection à Treblinka. Et quelqu'un, Gérard de Sarthe, un comédien, a compris que c'est ce qui me tourmentait. Il m'a mis sur la voie des FTP et MOI parisiens. Moi, ce qui m'intéressait, donc j'ai écrit une fiction, j'ai écrit un scénario de cinéma. Et Simone Signoret a lu cette fiction et devait l'interpréter. Puis après, je me suis dit, diable, je vais faire un film avec des acteurs, Charles Denner pour faire Mitz Flicker, Simone Signoret pour faire la mère du narrateur, etc., etc. Mais ces gens que j'avais rencontrés pour écrire cette fiction, c'est-à-dire Jacques Farber, Charles Mitz Flicker, Raymond Kojitsky, je me suis dit, ces gens vont mourir, on n'aura plus de traces d'eux. Donc, avec des bouts de ficelle, on a commencé à tourner un peu Charles Mitz Flicker. On a commencé à tourner un peu une cérémonie où il y avait Vladimir Yankelevitch, que finalement je ne montrais pas, pour redonner vie à ces gens qui allaient disparaître. Au cours de ce travail, j'ai rencontré Méliné Manouchian, qui était à Paris, qui venait de revenir à Paris. Elle m'a fait lire son livre, édité aux éditeurs français réunis, c'est-à-dire une édition communiste, dans laquelle elle raconte la fin, les derniers jours. Et je me rends compte qu'elle me fait lire aussi la dernière lettre de Manouchian. J'ai lu beaucoup de lettres de fusillés. Jamais vous ne trouverez dans une lettre de fusillé les paroles suivantes. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal. Sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau. Il s'agit d'un homme qui a été arrêté et qui, de peur d'être torturé ou qui a été torturé, a parlé et a donné des noms. Et à ceux qui nous ont trahis. Cette phrase, jamais vous ne la retrouverez. Il n'y a pas de phrase d'accusation quand on écrit sa dernière lettre avant d'être fusillé. Cette phrase, je me suis rendu compte que dans les éditions, quand elle a été publiée après la guerre par les éditions proches du Parti communiste, avait été caviardée, avait été enlevée. Sauf que dans le livre publié par Méliné Manouchian, il y a la photocopie de la lettre. Et cette phrase est là. Donc, si vous voulez, je reste malgré tout un réalisateur, un journaliste, si vous voulez. Et les journalistes, quand ils se retrouvent devant un fait occulté, ils essaient de comprendre pourquoi ça a été occulté. Donc, si vous voulez, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Donc, la polémique, c'est pas vraiment une polémique, si vous voulez. C'est que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, je suis allé voir, par exemple, il y a un homme que je trouve remarquable, qui est Louis Gronowski, qui était, disons,
le correspondant de Jacques Duclos dans la clandestinité. Mais comprenez bien une chose, le Parti communiste était clandestin pendant la guerre. Il y avait pas c'est pas en une session plénière, après un vote unanime, qu'on a décidé de maintenir à Paris le groupe Manouchian. Mais les faits sont les faits, si vous voulez. Le 20 octobre 1943 est arrêté ce commissaire politique. Il décide de collaborer. Un agent de la préfecture de police m'a dit, Boris Olban, a fait savoir à la résistance immigrée que cet homme parlait. Et comme il l'avait libéré, le terrain était miné. Par ailleurs, Mélinée me raconte, puisqu'elle vivait en enfreignant les règles de la sécurité, elle vivait avec son mari, elle me raconte qu'il sentait que l'étau se resserrait. C'est-à-dire que quand vous vivez dans la clandestinité, vous avez des lieux de rendez-vous, mais vous vérifiez avant si vous êtes filé ou pas filé, suivi ou pas suivi, s'il y a quelqu'un d'étrange dans le périmètre où vous avez vos rendez-vous. Et il sentait que le terrain était miné. Ils avaient fait déjà un transfert des combattants parisiens au printemps, quand il y a eu les arrestations du printemps. Et disons, la stratégie adoptée, c'était on quitte le terrain pendant 15 jours pour que les filatures perdent notre trace, et on revient. Et donc, une demande a été faite pour soit être transféré en zone sud, c'est-à-dire loin de Paris, auprès de communautés réfugiées, juives réfugiées à Grenoble ou à Lyon, soit de les exfiltrer en banlieue pendant 15 jours, d'arrêter, etc. Cette demande a été refusée. Okay. Dans un livre de témoignages, un des personnages importants de la résistance communiste juive, Adam Raïski, écrit « Oui, nous avons fait une demande de mise à l'abri. J'ai entendu de sa bouche même que Manouchian aussi avait fait cette demande et que cette demande a été rejetée. Et dans un entretien qu'il fera, il ira jusqu'à dire, je vais vous le lire comme ça, pour vous dire que ce n'est pas le film qui fait polémique, c'est qu'il y avait des témoignages qui faisaient polémique. Il ira jusqu'à dire une divergence devenant de plus en plus contradictoire est apparue entre les objectifs de la section juive, lui, et ceux du PCF, en s'obstinant à poursuivre la guérilla dans Paris, en ne respectant pas les règles élémentaires de ce combat, harcèlement, repli, dispersion, décrochage, mobilité, la direction du Parti communiste français a commis une grave erreur politique et sa part de responsabilité dans les arrestations est indiscutable. Pardonnez-moi, c'est un témoignage de qui? Là, j'ai pas... C'est un témoignage d'Adam Raïski. Ah, d'Adam Raïski, d'accord. Interrogé par Stéphane Courtois. Quelque temps plus tard, donc ça c'est en 85, en 89, 4 ans plus tard, à la suite de la découverte, enfin de l'accès aux archives de la police, où on voit toutes les filatures. Donc, c'est là où ils vont créer un écran, moi j'appelle ça une entreprise de blanchisserie, c'est-à-dire blanchiment d'un moment trouble et repassage, parce ils disent, mais non, mais les arrestations étaient inéluctables. Mais ça, c'est une archive du monde extérieur, ça, la police, la Gestapo. Bon. Les archives de l'intérieur, on ne les a pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se... Quand vous menez un combat clandestin, vous ne mettez pas des comptes rendus de vos réunions, des comptes rendus, etc. Les archives de l'intérieur, Adam Raïski le dit, voilà, Manouchian a demandé, j'ai demandé, et ça nous a été refusé. Malheureusement, en 89, il réécrit un livre et il écrit le contraire de ce qu'il dit. Il dit que rien ne prouve que Manouchian ait demandé sa mise à l'abri. Et il ne confirme pas que lui l'a demandé auparavant. Donc, si vous voulez, la polémique, elle vient de là. Et j'en conclus. Le seul que je trouve qui a été noble dans cette affaire, c'est de dire, c'est Louis Gronowski qui a dit qu'on ne pouvait pas capituler. On devait rester sur place. Et dans chaque guerre, malheureusement, on sacrifie des gens. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas un écran, si vous voulez, c'est une histoire intégrante au combat clandestin de gens qui n'étaient pas destinés à prendre des armes, qui ont commencé avec des marteaux et qui ont fini avec des pistolets pour essayer de déranger l'armée allemande à Paris.
Non, je suis vraiment désolé que le débat parte comme ça. Parce que après, je vais dire à quel point je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Moscou. Parce que c'est un film tellement exceptionnel où on voit... moi, c'est un film, je le connais pratiquement par cœur, et de temps en temps, je me cite à moi-même. Par exemple, je ne l'ai pas revu là, hein, je vous signale, je suis arrivé jusqu'à la fin, j'avais un empêchement. Par exemple, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne peux plus mourir jeune. Donc je cite Farber. Je ne peux pas passer, ce qui est à côté de chez moi, rue Saulnier, sans penser, il n'y a pas de transversale. Donc c'est un film... La rue est longue, et la rue est longue. La rue est longue, il n'y a pas de transversale. Bon, donc c'est un film qui... La seule fois où il se dégonfle, du reste, il le dit, et il voilà. sauve sa vie. Voilà, donc c'est un film qui m'habite et qui est un film merveilleux. Mais c'est un film, c'est pas un livre d'histoire. Bon. Qu'est-ce qui a fait polémique? Ça a été effectivement l'idée Méliné et Gagné-Raymond aussi, hein, qui expliquait... Je ne sais pas si tu l'as gardé dans le dernier montage. Jamais enlevé. Tu l'as jamais enlevé? Non, je ne sais pas. J'ai pas. Voilà. Donc c'est ça. C'est que le parti aurait donné. Non, jamais dit ça. C'est ce que disait Gagné-Raymond. Non. Non. Bon. Tu vois, il faut citer les choses comme elles sont. Si tu cites Farber, il faut citer. Il dirait, je n'irai pas jusqu'à dire, faute de preuves, que les partis les a abandonnés. Prenez votre micro parce qu'ils ne vous entendent pas. Non. Allez. Bon. Il faut dire ce qu'il y a. Ok. Je n'irai pas jusqu'à dire faute de preuves. Ok. Et Gagné-Raymond, il faut préciser qui c'est. C'est un homme, un journaliste, qui a ressuscité, qui est allé chercher Boris Olban en Roumanie, et qui a ressuscité l'histoire de la fiche rouge en publiant un livre facile d'accès qui raconte l'histoire de tous ces combattants d'une manière romanesque, mais d'une manière fondée sur des éléments réels. Alors j'explique donc, après avoir dit ça, et je ne sais pas s'il fallait que la discussion tourne autour de cette question, mais puisqu'elle tourne autour de cette question, abordons-la. J'ai repris il y a 2 ans mes juifs communistes qui avaient été extrêmement mal accueillis et qui m'avaient même valu disons un désir qui d'ailleurs ne les a jamais lâchés de mise à mort de certains de mes collègues. C'est donc un souvenir assez douloureux. Mais je mets de l'ordre dans mes affaires, donc j'ai mis de l'ordre dans ce livre. Je suis retourné aux archives. Alors, tu as raison, il y a les archives des BS, mais il y a aussi les archives de l'intérieur de la section juive. Et notamment, les courriers qu'envoie dès mars 1943 Paulette Schlifka à Adam Raïski. Et ces courriers, vous pouvez les voir au 4e étage ici. Et ils ont d'ailleurs été publiés par David Diamant, qui a publié des tas et des tas et des tas de documents, notamment les lettres, parce que si la lettre de Méliné a été trafiquée, pratiquement toutes les lettres de fusillés ont été améliorées par le Parti communiste. Hein, donc il n'y a pas que la lettre de Méliné qui a été... voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit, Paulette? Alors, on est au cœur de la question. Elle dit, elle écrit. Alors, je réexplique, elle faisait partie de la jeunesse. La première grande arrestation a été celle de mars 1943. Elle a réussi à faire croire qu'elle avait une crise d'appendicite, une salpingite. Elle s'est retrouvée à l'hôpital Rothschild, l'annexe de Drancy. Finalement, elle a été déportée et elle est revenue de déportation. C'était la compagne de Krasuki à l'époque. Et elle envoie des lettres de l'hôpital Rothschild. Et elle écrit à Raïski. Les jeunes sont pratiquement en clair. Les jeunes sont mêlés au FTP. Tout le monde est suivi. Alors, après, je me suis dit, mais on n'a pas posé à Raïski les bonnes questions. Si les jeunes étaient en mars 1943 mêlés, je ne pensais pas que le débat partirait là-dessus, parce que sinon j'aurais apporté les citations exactes. Si les jeunes sont mêlés, si tout le monde est suivi, pourquoi Raïski ne demande pas à ce moment-là
qu'on fasse je ne sais pas quoi. Donc il y a une forme... Je t'ai laissé terminer, je termine, on ne va pas se disputer quand même, on s'aime Non, trop non, pour non, ça, non, hein. on se dispute pas, mais- Voilà, donc il y a, à mon avis, une responsabilité de Reisky qui a quand même beaucoup menti sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non, mais Annette, il y précise a une simplement raison- les choses. Qui Alors, sont ces je jeunes précise, alors, ces jeunes, par ce rapport sont- au FTP? alors, les jeunes, c'est la jeunesse communiste juive, c'est les Krasuki, Reyman le plus jeune, et c'est le vivier des FTP. Or, Mais c'est pas les FTP, hein. c'est le vivier des FTP. Mais c'est pas les FTP. Quand Paulette Schlifka écrit à Reisky, tout le monde est mélangé, les vieux et les jeunes. Alors, on a beau dire qu'on suit les rapports de police, mais les rapports de police, ils suivent les gens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout le monde qui continue à fréquenter tout le monde, le tout sous la surveillance, non pas de la Gestapo, mais des brigades spéciales, c'est-à-dire de, disons, la police française, pour aller vite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Normalement, tout le monde est cloisonné, les règles de 3, les machins. Bon, Non, ça, c'est pas les jeunesses qui sont cloisonnées. Pourquoi tu dis ça? jeunesses aussi Les sont FTP et MOI, oui, mais pas les les jeunesses. jeunesses aussi sont cloisonnées, je regrette. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les jeunes vont voir les vieux, que les FTP voient les pas FTP. Regarde, quand on a discuté, la dernière fois qu'on a vu Kojitski, c'était hommage. Je lui ai dit, il n'entendait pas très bien, je lui ai dit, mais vous ne respectez pas les règles de sécurité. Il me dit, comment? Comment? Je ne respectais pas les règles de sécurité. Mais bien sûr que si, je respectais les règles de sécurité. Alors je lui ai dit, mais vous alliez voir votre mère rue de la Mare, à Belleville, hein? Mais il dit, bien sûr que j'allais voir ma mère rue de la Mare. Il remettait son étoile pour aller... Il était FTP, on le voit dans le film. Voilà. Donc on ne peut pas dire... Quand on regarde la filature, on voit qu'elle est étranglée. On voit aussi que cette filature, elle ne date pas des dernières arrestations, mais la filature commence en mars 1943 par la jeunesse, et par la jeunesse qu'on file les FTP. Donc pour moi, la chose est limpide. Et malheureusement, ça me déplaît, mais je suis plutôt d'accord avec Courtois. J'aime pas être d'accord avec Courtois. Il y a quand même eu, c'est quand même les filatures, le non-respect des règles de sécurité, et toute cette histoire de mettre au vert ou de pas mettre au vert, c'était trop tard. Il aurait fallu que la mesure soit prise au mois de mars, quand il y a eu la première arrestation massive, et que tous ces gens qui étaient... En plus, c'est tous des gens du même milieu. C'est-à-dire, voilà, ils arrivent, ils racontent tous la même chose. Alors, on est censé ne pas se connaître, mais en fait, on a été à l'école ensemble. Enfin, il y a une espèce d'homogénéité qu'on sent très bien dans le film. Il y a une homogénéité de milieu social. Il ne peut pas y avoir de... Voilà, donc moi je pense que... Alors, on a dit, ensuite il y a eu la rouquine. Moi, en fait, c'est pas Méliné qui m'intéresse, c'est la rouquine. J'ai une passion pour la rouquine. J'ai même été incliné, je crois que Claude était avec moi, nous sommes allés s'incliner sur sa tombe, puisqu'elle est décédée, enterrée au cimetière de Pantin. Et brusquement, on a dit, c'est la rouquine qui a donné tout le monde, qui était dans la voiture de la Gestapo. Ça non plus, ça ne me convainc pas. Donc il reste quelque chose de mystérieux, mais moi je ne crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de volontaire, et c'est surinterpréter ce que dit Krojnowski, dans toutes les guerres il y a des morts, ben oui, dans toutes les guerres il y a des morts, mais ça ne veut pas dire qu'on les a laissés sur place volontairement. C'est pas mal. Bon, on est parti Bosco. par ça, je Non. suis pas, comment dire, Annette, je trouve ça un peu, excuse-moi de te dire ça, c'est désolant que tu mettes sur le même plan des bataillons FTP MOI où il y a des Arméniens, des Roumains, etc., et les jeunesses communistes de Belleville. Ça n'a rien à voir, l'organisation n'est pas la même, les règles de sécurité ne sont pas les mêmes, ils ne font pas les mêmes actions. Krasuki n'a pas... Ne respecte pas plus Non, mais ça n'a les rien à uns que voir, les ça n'a rien à autres. voir. Que Reyman, comment dire, personne ne respectait, ce n'était pas des professionnels de la lutte armée. Personne. Manouchian vit avec sa femme, il ne devait pas vivre avec sa Voilà, femme. voilà. Mais tout le monde, Et- d'accord. et- Mais et malgré ils tout, il sont très respectait. jeunes. Non, mais il respectait les règles de sécurité. Par exemple, les groupes de 3, les rendez-vous
comment dire, les rendez-vous de combattants de la lutte armée ne sont pas identiques aux rendez-vous des jeunesses communistes de Belleville, voyons. Tu ne peux pas mettre les deux choses sur le même niveau. Pardonnez-moi, Donc, parce qu'on va, non, on va on va pas peut-être se être battre. trop technique Simplement. au point de vue de l'histoire. Simplement, Oui. si un homme comme Adam Je mets pas sur le même il est niveau, en train de me mais dire- je dis qu'il y a une capillarité entre les deux. C'est d'ailleurs les jeunesses, comme Kojitski, qui sont versées ensuite dans les FTP. Mais bien sûr, Kojitski- Et ça veut dire que tout Kojitski le monde faisait se pas partie connaît, des tout le jeunesses monde est allé communistes. à l'école en même temps. Oui, mais C'est bien sûr. Belleville. Ils ont fréquenté le Yask. Mais Voilà. d'accord, mais il n'y a pas que Kojitski, il y a aussi des Manouchian, Karajan, il y a des Alors, Arméniens, il y a Spartaco Fontano, c'est des Italiens. Ça n'a rien à voir. Il y a les bataillons de combat de la lutte armée et il y a les jeunesses communistes qui, eux, sont fait arrêter. Mais je te signale Oui. que même les premiers combattants, les amis de Gilbert Brousselin, les combattants communistes dans les années 41, eux aussi se sont fait arrêter parce qu'ils n'étaient pas habitués aux règles de clandestinité. C'est pas la même chose. Le problème est de Ils se sont savoir- pas fait arrêter plusieurs centaines Ah oui. après 3 filatures qui se prennent Non, mais- en voilà. Annette, que la police fasse son travail, c'est pour moi une vérité de la police. Tous les policiers du monde font des filatures, savent très bien les faire, et il n'y a aucun problème. Les combattants des FTP et MOI n'étaient pas des professionnels, c'était des êtres humains qui faisaient des erreurs, mais ils en ont fait partout, à Marseille comme à Toulouse. Moi, j'ai connu l'agent de liaison de Jean Chintreau à Lyon. Elle aussi allait au cinéma alors qu'elle n'aurait pas dû aller au cinéma. Il n'y a qu'un homme comme Boris Olban qui essayait, conspiration. qui essayait, lui, d'imposer les règles de sécurité Pardonnez-moi. pour que les gens soient... Oui. L'histoire, c'est ombre et lumière. Hein. Bien sûr. Alors, par contre, il y a une chose. Alors, je vais vous demander votre avis, parce que moi, pour préparer cet entretien, j'ai vraiment tout relu. Hein. Le testament de Boris Olban, l'ouvrage Le sang de l'étranger, les ouvrages d'Annette, etc. Et à un moment, on voit dans le film que le fameux Boris Olban, il est mis en cause par Méliné, bien sûr. Elle s'est plantée. Comment ? Elle s'est plantée. Oui, oui, mais justement, je voudrais quand même... Alors, en hébreu, on appelle ça faire un tikkun, une réparation, c'est-à-dire en fait lui donner la parole ce soir, parce que je retrouve dans son texte, il dit la chose suivante par rapport à Manouchian. Il dit, certes, Manouchian a été un combattant courageux, un héros, il a eu devant ses bourreaux une conduite exemplaire, tout comme ses camarades, Bosco, Reimann, Eilek, Fontano et les autres, ne serait-ce que pour son comportement face à l'ennemi nazi et pour sa fin tragique, il mérite le respect de tous. Mais pourquoi l'ériger en vedette, en star de la résistance, au point que ses fidèles camarades de combat, qui ont connu le même sort, ne forment plus qu'une toile de fond, faire valoir du héros? Pourquoi en être venu à cette invention d'un groupe Manouchian totalement mythique? Je crois que ça va peut-être intéresser aussi le public pour montrer comment, en fait, il y a ce retournement qui fait que c'est vrai que Manouchian prend la vedette. Parce que, si vous voulez, parce qu'il y a une affiche rouge, parce que Oui, le parti a essayé... expliquez-le nous. Alors, Voilà. Écoutez, Boris Olban, c'est un grand combattant. Oui. À un moment donné, il y a un conflit sur la stratégie à mener. C'est un énorme combattant c'est un grand combattant de la guérilla urbaine. Oui. Lui était partisan d'action, d'éclat, avec très peu de combattants, pour ne pas qu'il y ait trop de risques. C'est ça. Il le dit dans le film. Il le dit. À un moment donné, le parti, ou les responsables militaires du groupe dit Manouchian, demandent des actions plus importantes. Par exemple, ils avaient demandé une action sur les Champs-Élysées avec 2 personnes qui lancent des grenades, qui se replient, une première défense de 2 personnes, une seconde défense, un second rideau de défense de 2 personnes, etc. Donc c'était une action d'éclat sur les Champs-Élysées, ça risquait de se terminer par un carnage. Alors, Olban refuse cette stratégie et il est muté. Et c'est Manouchian qui prend sa place, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ils ont pris une décision militaire que Manouchian accepte d'appliquer, que Boris Olban a raison, refuse d'appliquer. De là à dire une star de Manouchian, personne n'a voulu en faire une star. Oui, il l'écrit, mais il a eu tort de l'écrire. Comme de la même manière qu'il dit que Raymond Kojitski a été un déserteur. Raymond Kojitski avait 16 ans, on lui fait un reproche sur une action qui a été effectuée près du parc Monceau. Il n'a pas su tirer à un moment donné,
il fond en larmes, il s'en va, il retrouve sa mère. Oui, parce que c'était un gamin de 16 ans. Comment voulez-vous demander à un gamin de 16 ans d'appliquer toutes les règles de sécurité, de ne pas aller voir sa mère parce qu'il a faim? Donc, si tu veux... Mais on demande rien, on tente de comprendre. Oui. Et moi, quand j'écrivais la première, mon fils avait 16 ans. Donc je regardais mon fils et je me disais, ils avaient cet âge-là. Hein, donc j'ai vraiment toute l'empathie. Mais c'est pas parce qu'on ne leur reproche rien. On a une grande admiration pour le courage dont ils ont fait preuve, alors qu'ils n'étaient quand même pas si nombreux. Si on prend la totalité de la population, y compris de la population juive immigrée. Donc, on doit dire tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi ils se sont fait, pour une grande partie, prendre. Et ce que dit Holban, bon, il y a peut-être un peu de ressentiment à l'égard de la place qu'a pris dans la mémoire collective Manouchian, mais il a raison. C'est-à-dire, brusquement, on a créé un groupe Manouchian qui n'a jamais existé comme un groupe Manouchian. Et le fait qu'il ait été tête d'affiche rouge fait qu'il est tête d'affiche dans les mémoires. C'est comme ça. C'est comme ça, la mémoire correspond jamais à la vérité exacte. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Comment? C'est accessoire, c'est une simplification. Oui, j'ai dit que c'est comme mais ça. Mais c'est pas ça l'important. Écoute, un homme comme Manouchian, si ce que Méliné dit, cet homme qui est un adulte, qui va trouver ses responsables politiques, en l'occurrence Kaminski, dans les documents montrés par David Diamant, s'il vient le voir en disant le terrain est miné, il faut nous mettre à l'abri. Et si cette demande de mise à l'abri a été refusée, et comme l'écrit Raïski, si c'est une erreur, il faut assumer que c'est une erreur. Mais je vais vous dire une chose qui n'a rien à voir. J'ai travaillé après sur les Brigades Rouges. Il y a eu les mêmes... Par exemple, dans les Brigades Rouges, vous avez les fondateurs Renato Curcio, vous avez le chef militaire Moretti. Eux aussi, ils ont eu des tensions sur des désaccords sur la stratégie. Eux aussi se sont mutuellement accusés. Eux aussi étaient filés par la police. Eux aussi ont été arrêtés. Et alors, dans le combat clandestin, il y a toujours eu des tensions. La tension entre Holban et Manouchian, c'est une tension d'ordre stratégique, mais la tension entre Manouchian et sa direction, il faut l'assumer, il faut dire oui, cet homme a demandé à être mis à l'abri, son groupe, parce que c'est lui qui est allé... Autrement, ce que tu dis, c'est pas le groupe Manouchian, mais il avait pris à ce moment-là le poste de Boris Holban. Il était le responsable militaire des détachements. Il demande à ce que ce détachement soit mis à l'abri parce qu'il sentait que l'arrestation était imminente. Et de fait, elle l'a été. Voilà, il faut assumer les choses comme elles sont, si tu veux. Alors, une petite remarque comme ça, parce que j'ai appelé Serge Klarsfeld, pour lui parler du débat qu'on aurait ce soir. Il me dit, il fait remarquer que ces combattants juifs n'étaient pas protégés. Les dignitaires, c'est lui qui le dit, hein, les dignitaires nazis tels que Dannecker auraient dû être visés. Cela n'a pas été le cas, sauf peut-être, on le voit dans le film, pour Ritter, abattu par Marcel Reymann. Mais écoutez, comment dire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Là. Oui. Je reviens aux Brigades Rouges. Ils ne choisissaient pas les gens comme ça, si vous voulez. Il fallait qu'il y ait une opportunité pour le faire. Holban, à un moment donné, s'aperçoit qu'il y a Ritter qui passe. Dannecker, ils ne l'ont pas trouvé. Oui, mais pardonnez-moi, dans le film... Holban, il le dit lui-même, il place quelqu'un, le nom, c'est un nom italien, qui va, en fait, dont la mission va consister précisément à repérer, je dirais, là où il y a de matière à faire un attentat. Donc, en réalité, la remarque de Klarsfeld, c'est de dire, mais pourquoi les hauts dignitaires n'ont pas été touchés? Parce qu'ils ne les ont pas trouvés, ils n'ont pas trouvé comment il y a une opportunité. C'est une question... La question, alors là, regardons un peu la stratégie globale. Il n'y a eu aucune stratégie du Parti communiste et de la section juive du Parti communiste qui était quand même tout à fait obéissante au Parti communiste. Il faut regarder aussi qu'est-ce qu'ont été les sections de langue des partis communistes et leur lien aussi avec le Comintern et tout ce qui transitait par Duclos ici, par Duclos en France. À aucun moment, il n'y a eu
l'idée même est venue de prendre des cibles de gens qui étaient responsables à quelque niveau que ce fût de la persécution des Juifs. C'est quelque chose qu'on ne voit nulle part. C'est pas quelque chose qui est envisagé. C'est pas quelque chose à quoi ils ont pensé. Alors c'est aussi comme ça. Mais si on veut tirer un bilan historique, il faut aussi dire ça. Que l'on crée une section juive, que parfois on va sortir du Parti communiste normal, des gens... Kojitsky le dit avec beaucoup d'humour. Kojitsky, dans son, pas dans ton film, mais dans son petit livre, il dit, Pivert, il dit, brusquement, je devenais immigré. Il est français, Kojitsky. Ça s'entend pas forcément complètement, mais il a l'accent de Belleville. C'est l'accent de Belleville, il est français. Il dit, brusquement, sans avoir bougé de chez moi, je devenais immigré. On verse ces gens-là dans les immigrés. Ça veut dire qu'on utilise que le Parti communiste utilise la rage qui est due au sort de leur famille sans à aucun moment ne désigner des cibles qui ont, de près ou de loin, à voir avec la persécution des Juifs. C'est comme ça. Ça aussi, c'est comme ça. Non, je l'admets. Mais cela dit, dans un combat... Une petite parenthèse, on parle de Dannecker. Il faut voir la remarquable exposition qui a lieu, je crois, au Mémorial actuellement, mais surtout au gymnase Japy, parce que Lior Smadja a pu récupérer des photos inédites qui montrent, notamment lors de la rafle du 14 mai 1941, où on voit Dannecker. Ce qui est quand même, je le dis pour le public qui est là, c'est quand même une photo assez rare de Dannecker avec les responsables de la préfecture de police qui sont là. Oui, mais je vais vous dire, 14 mai 41, on est encore sous le pacte germano-soviétique. Oui, oui. Et la plupart des Juifs étrangers, quand ils étaient convoqués au commissariat... Et on n'est pas non plus on n'est pas en mai 41, on n'est pas dans des arrestations de solution finale non plus. Oui, mais enfin, les gens convoqués, les Juifs étrangers convoqués, s'adressent à Gronowski me l'avait raconté, ils s'adressent à eux. Qu'est-ce qu'on fait? On craint rien, il vaut mieux être en règle. Donc ils sont allés encore, puisque les communistes... Mais cela dit, pour revenir à Dannecker, vous savez, dans un combat clandestin, on ne peut pas dire allez, on va faire Dannecker. Il faut pouvoir le faire. Donc, il y avait des sections, par exemple. Il y avait une section qui s'appelle le travail allemand, qui était confiée à des femmes. Ces femmes étaient au contact d'officiers allemands, essayaient de ramasser des informations pour les transmettre après. Oui, auprès des soldats, mais elles transféraient les informations. Elle leur transmettait aussi des informations en disant, par exemple, que sur le front de l'Est, il y avait des pertes allemandes contrairement à ce que disait la propagande, etc. Je pense que les détachements FTP et MOI choisissaient pour cible ce qui était accessible à leur pouvoir. Ritter, ils se sont rendus compte qu'ils passaient régulièrement, donc ils ont fait une étude, et à un moment donné, ils ont décidé de faire l'action. Von Schoenberg aussi, ils ont essayé, ils l'ont fait, il n'était pas dans sa voiture ce jour-là, si vous voulez. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aurais préféré qu'ils empêchent les trains de partir. Comme ça a été fait parfois à Toulouse, ce qui n'a pas été fait en Belgique, une fois. En Belgique. Bon, en tous les cas, je veux dire que, bon, c'est une leçon humaine aussi en même temps, parce qu'en fait, on voit des hommes, quand ils se trouvent face à l'action, tremblants, enfin, je veux dire... Je reprends une citation d'Annette Vievorka dans son livre « Ils étaient juifs, résistants et communistes ». Non, mais parce que là, c'est la touche humaine. Et tu dis « Je n'ai pas rencontré de résistants juifs triomphants. Leur modestie est à la mesure du drame subi par leur famille. Comment se voir en vainqueur quand de jeunes frères et sœurs, sa mère ou sa sœur sont morts en déportation ?» Et tu ajoutes, chez beaucoup gît un noyau de culpabilité. Ils ont résisté, mais n'ont pu empêcher le drame. Pour tous, la victoire fut amère. Et c'est vrai qu'on les a connus. On les a presque tous connus. Et que le souvenir que l'on a, c'est que, encore une fois, ils étaient c'était la modestie même, quoi. Alors que, en fait, il fallait le faire. S'attaquer au molosse nazi comme ça en plein Paris, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Et là, votre film
Votre film, je partage, il est vraiment exceptionnel. Quoi. Oui, mais vraiment. Oui, mais c'est les personnages qui sont exceptionnels. Non, c'est les personnages qui sont exceptionnels, c'est leur destin qui est exceptionnel. Mais c'est là où je voudrais quand même réhabiliter et gagner Raymond, malgré ce qu'il dit. Ce qui est, je pense qu'il parle comme il est amer à l'égard du Parti communiste parce qu'après la guerre, le parti n'a pas honoré ces gens. Raymond Kojicki est retourné dans sa petite échoppe de Mitzflicker est devenu et ils ont fait pire que ça. Ils ont francisé les actions des étrangers. Si vous voulez, Gronowski, je donne un nom étranger, c'est devenu Dupont. Ils ont attribué les actions des étrangers à des Français. Donc, il est parti de ce sentiment-là, de dépossession, pour dire, mais non, mais le parti, à un moment donné, s'est débarrassé de ces gens, ne les a pas honorés. Annette, conclut. Annette, remarque de Moscou, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il ne faut pas penser que ces gens ont été extérieurs au Parti communiste. Alors, on va laisser les Kojicki, les Mitzflicker, Farber, et puis ceux que j'ai connus de Carmagnole Liberté, Étienne Raximov. C'est comment Krischer. Krischer, il avait un peu plus d'ambition politique. Et sa femme Dina. Et sa femme Dina. Et sa femme Dina, la tueuse. Voilà. C'est des gens qui, comment dire, c'est des gens qui, tout tranquillement ou intranquillement, parce que c'était pas une libération heureuse, sont retournés à leurs obligations et ont continué d'ailleurs à militer. C'est le cas de Farber qui dit, sur le mémoire à bol, je n'allais pas couper avec ma vie. Il est resté au Parti communiste jusqu'à sa mort. Et puis il y a ces chefs qui sont partis. Grozhnowski, Raïski et quelques autres, ils sont allés construire le communisme en Pologne et ils ont eu des très hauts postes. C'est-à-dire que comment dire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire en France parce qu'ils n'étaient pas français, dans leur mobilité sociale ascendante, à laquelle ils aspiraient et qui existe aussi quand on est militant dans un parti politique, quel qu'il soit, ils l'ont trouvé en Pologne. Donc d'un côté, c'est vrai qu'on a attribué les actions aux uns et aux autres, mais d'un autre côté, Holban était en Roumanie, Grozhnowski, Raïski et quelques autres étaient en Pologne, certains étaient en Hongrie. Alors ça ne justifie pas. On a, dans l'après-guerre, moi je suis aussi la biographe de Maurice Thorez et Jeannette, sa compagne, ce qui prouve mon courage quand même. En 1944, quand Thorez revient de Moscou, il met sur pied ce que Annie Kriegel a appelé le national-thorésisme. Donc oui, le parti est aux couleurs de la France, donc on gomme les étrangers, puisqu'on a besoin de montrer que le parti des 75 000 fusillés, même si en tout il n'y en a eu qu'une vingtaine de milliers, c'est le... Voilà, donc c'est vrai ça aussi, c'est vrai ça aussi. Tu ne peux pas dire que Holban est en Roumanie, Claude Léville est en France, Raymond Lévy est en France, Émile Jakubowicz est en France, et ils ont donné à ces actions le nom de Dupont, Durand et... Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Ils ont rejeté les étrangers, les juifs. Les Lévy n'étaient pas des étrangers. Non. Ils étaient juste juifs. Ils n'auraient jamais dû être dans la MOI. Ils étaient même israélites. À Toulouse. C'était pas des Israélites? Non, parce qu'il y a eu cette volonté, cette horde du Parti communiste de faire combattre les Juifs dans une section qui devait être non pas une section juive, mais une section yiddish. Les sections de la MOI sont des sections de langue. C'est pas des sections par nationalité. Donc ça a été la volonté du Parti communiste de faire ces groupes de langue et de verser dans ces groupes de langue des jeunes gens qui, comme Kojicki, étaient en fait tout à fait français et parlaient très probablement le yiddish un peu chez eux, mais ils étaient en tout cas de façon courante de langue française. Juste une petite remarque à l'appui de ce qui peut rester comme reliquat, je dirais, de
l'allégeance peut-être même inconsciente, puisqu'on parlait au Parti communiste, c'est que quand Serge Klarsfeld avec Léon de Sévéry ont revu à la baisse le nombre des fusillés du Mont Valérien, c'est-à-dire 1017, sur 179 juifs du reste. J'étais présent, parce qu'on allait tous les ans, au moment du 15 décembre, non, Seigneur, on rendait hommage aux fusillés du Mont Valérien de l'exécution massive du 15 décembre 1941. Et quand les travaux de Klarsfeld et de Sévéry ont vu le jour, j'étais à côté de Simon Reymann, qui était dans une colère noire, en disant « Mais attendez, pourquoi vous le voyez à la baisse, puisqu'il y a 4500 qui est marqué sur la clairière ?» C'est-à-dire que le travail scrupuleux de Klarsfeld et de Léon Sévéry pour revenir nom par nom, et ça démystifiait le chiffre gonflé de 4500, qui reste encore, du reste, quand on va au Mont Valérien, à la clairière, le chiffre n'a pas été revu à la baisse. C'est un phénomène psychologique voilà. Très intéressant. Moi, j'étais en poste à Caen au moment des grandes commémorations du 50e anniversaire du débarquement. Et mes collègues cannais ont fait un travail de chien pour essayer de retrouver tous les noms et les chiffres des morts dans les bombardements de 1944. Et ils sont arrivés exactement à la même chose que Serge Klarsfeld et Léon de Sévéry, c'est-à-dire à 4 fois moins de morts que le chiffre canonique. On aurait dû être vachement content. On a eu beaucoup moins de morts. On a eu que finalement... Eh bien non, ça a été un scandale dans toute la région. Et je peux vous assurer qu'établir, dans le cas des bombardements, le chiffre, c'est un travail très compliqué qui demande beaucoup, comme on dit dans le jargon, de croisement de sources, et que ceux qui font ce travail, comme Klarsfeld, n'ont strictement aucune visée idéologique. Enfin, ils font, ils se disent à un moment donné, on aimerait savoir qui est mort, pour pouvoir mettre les noms, et combien. Et il y a eu un autre combat, je te le rappelle, c'était les tombes avec les croix chrétiennes au cimetière d'Ivry. Hein. Bon, c'est quand même des années, alors, il y a eu beaucoup de choses qui étaient... Je voudrais quand même rappeler Moscou, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très créatif. D'abord, encore une fois, je dis Razak, comme on dit pour votre film. Et je dois dire qu'on peut le voir et le revoir, c'est toujours avec la même émotion, avec le même plaisir. Il faut dire que vous avez fait aussi l'histoire du mouvement communiste en France à travers 3 générations de militants exclus, Mémoire d'Aix, hein, et des affaires criminelles à Abidjan, Philadelphie, Roubaix, etc. Film sur les Brigades Rouges. Ma question, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, je sais que Olivier nous a parlé d'un film qui a été un petit peu montré de quelques secondes. C'est le prochain en cours ou quoi ? Non. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? C'est ça ma question. Vous avez oublié dans la liste de... Allez-y. Vous avez dit des films, etc. Et je suis aussi l'ami de Ruth Zilberman qui a fait le 209 rue Saint-Maur. Oh, il est là. Bravo, ben oui. Alors donc, pardonnez-moi si j'ai fait... Réussi à le placer. Pardonnez-moi, c'est vous ? Vous avez fait ce beau film ? Je pense qu'il faudra demander à Olivier, il faudra qu'il repasse ici. Il faut le passer. Il est magnifique, votre film. Ouais. Bon, alors... Et il a fait un livre avec. Ouais. Où en êtes-vous ? Non, vous ne voulez pas parler de vous. Bon, d'accord. Non, ah bah tiens, voilà, j'ai vu un réalisateur, c'est comme un écrivain. Oui, d'accord. Hein, vous êtes d'accord ? Oui, c'est-à-dire que quand on finit un travail, on en fait un autre. Oui, disons que depuis l'an 2000, j'ai travaillé sur des problèmes sociaux, mais j'ai une passion secrète, on va terminer là-dessus d'ailleurs, j'ai une passion pour les blagues. J'ai créé un site dédié aux blagues, aux amateurs de blagues, dans lequel Annette Wievorka raconte une blague que je trouve exceptionnelle. Ruth Zilberman raconte une autre. La blague d'Annette, elle va vous la raconter parce qu'on va se quitter sur ça. C'est une blague magnifique. Prends ton micro. Celui qui me l'a raconté, qui était Henri Boulavko. Oui. Alors attends, je dis que j'ai raconté la blague parce que ça me permet de rendre hommage à Henri Boulavko,
qui est décédé et que certains d'entre nous Oui, a bien connu. Oui. Voilà, donc, c'est le petit garçon qui je ne vais pas faire une erreur de date, le 7 juin 42, descend l'escalier avec son étoile jaune et passe devant la concierge. Et la concierge soupire et dit « Si jeune et déjà juif ». Alors ma question... Ouais. Alors je voudrais quand même rappeler, parce que je ne l'ai pas fait au départ, mais bon, Anaïs Vivorka, éminente historienne, agrégée et docteur en histoire, la thèse évidemment avec Annie Kriegel, Déportation et génocide, oubli et mémoire, c'est un grand livre, 1943-1948, le cas des Juifs en France. Si je donnais toute la liste de tout ce qu'elle a fait, je voudrais rappeler le procès Eichmann et d'autres livres encore. Ma question, c'est la même que celle pour Moscou. Où en es-tu aujourd'hui? Je sais que tu es au travail, c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Non, j'ai entrepris depuis un projet auquel je pense depuis très très longtemps, qui serait de faire une histoire de ma famille, pas en remontant là où d'ailleurs on ne peut pas remonter, mais disons à partir de l'arrivée en France après la Première Guerre mondiale jusqu'au lendemain de la Seconde. Oui. Voilà, donc si on fait ça en historien, c'est beaucoup une pêche à la ligne d'informations et c'est très amusant, enfin si je puis m'exprimer ainsi, et très chronophage. Oui, mais en même temps, je suis certain avec beaucoup de touches humaines, parce que je profite d'être là ce soir pour rappeler aussi la mémoire d'Adi Vivorka, qui était l'ami d'un ami à moi, que j'ai beaucoup apprécié, qui était Henri Minzales, que tu as bien connu aussi. Tout ça, ça fait partie du Yiddishkeit, et ils sont tous, je dirais, présents dans notre esprit. De même que tous les personnages qui traversent votre film, on ne peut pas les oublier, quoi. Il y a la vision, et puis la voix, quoi, cette voix yiddish, quoi, yiddish-français, qui est extraordinaire. On n'entend plus aujourd'hui des accents comme ça, c'est rare. Y a-t-il alors, écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, mais y a-t-il des questions parce que en milieu juif, c'est une tradition, on ne peut pas, je dirais, faire un exposé sans donner la parole à la salle. Sinon, c'est du totalitarisme. Ah, il y a le couvre-feu. Bon, alors on va prendre... C'est Olivier, le maître d'œuvre, c'est Olivier. C'est lui qui va... Elle est très brève. Merci pour tout. Ce film-là, je ne me souviens pas l'avoir déjà vu. Je suis contente de l'avoir vu ce soir et découvert. Mon père, qui est décédé en 2006, je lui posais toujours la question, mais papa, parce qu'il me disait qu'il était rentré dans la résistance à l'âge de 15-16 ans. Et je lui demandais, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à Lyon? Il me dit, oui, j'ai aidé à libérer la ville de Lyon. Alors j'insistais, il me disait, non, je ne veux pas raconter. Mais si tu veux savoir, tu regardes le film des terroristes à la retraite. Donc j'ai l'impression de voir ce film pour la première fois, parce que je ne crois pas avoir réussi à le voir, je ne sais plus s'il est passé à la télévision ou pas, je ne me rappelle pas. Donc merci, j'ai l'impression que c'est un film que vous avez donc refait, enfin vous avez rajouté, vous avez refait un montage, je ne sais pas. S'il y a encore des scènes qui existent, est-ce que vous penseriez à les rajouter dans le DVD ou dans un DVD? Voilà, je voulais m'exprimer aussi pour rendre hommage à mon papa. Et puis je reste avec des questions sans réponse. Et là, j'ai appris beaucoup ce soir, donc je vous remercie. Le nom de votre papa? Joseph Herzberg. Et je remercie Annette Vivorka, qui était ma professeure au lycée aussi, que j'ai toujours grand plaisir à écouter. Oui. J'ai eu cette super bonne prof. Oui, alors là, on a tout à fait, mais... Voilà, je vais faire bref. En tout cas, je ne sais plus. Mon père, c'était Joseph Herzberg, voilà.
Et d'ailleurs, il y a plein de matériaux qu'il nous a laissés que je devrais normalement apporter ici. Donc je ne donne pas les détails, mais ça c'est mon rôle en fait. Voilà. Et j'ai 62 ans bientôt. Mon père, voilà, c'est tout. Et puis, monsieur, oui, on va prendre une dernière question, une dernière intervention. Merci Monsieur Bosco pour avoir recueilli ces témoignages. J'avais vu le film au moment où il est sorti. Et, si je puis me permettre une légère critique. Permettez-vous. Merci. J'ai été heureux de vous entendre dire que Louis Gronowski, ou Leib, ou Lulke, était un homme remarquable. Oui, certainement, c'était un homme remarquable. Et j'étais un peu gêné à nouveau d'avoir entendu « dans chaque guerre, on sacrifie les gens ». Et ce n'est pas la phrase qui m'avait gêné, mais c'est le fait qu'après, par exemple, on aurait pu préciser tout de même que Louis Gronowski et sa femme et sa belle-sœur Jeanne List, ils ne sont pas mis au vert, ils sont restés à Paris aussi. Donc je veux dire, après avoir indiqué, après avoir rapporté cette parole, qui est au passage une évidence, on aurait pu dire que lui, il était resté en première ligne aussi. Hein. Je pense que ça aurait un peu équilibré les choses. Et si je peux me permettre une deuxième critique, alors que le film le trouve magnifique hein, dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas compris pourquoi vous avez gardé ces remarques de Gagné-Raymond qui fait au fond une construction purement théorique et qui ensuite dit des choses, ah oui, Fabien, Roltanguy, ça c'était bien français. Il faut peut-être se rappeler que Roltanguy il s'est battu 2 fois. Il s'est battu en Espagne, il s'est battu dans la Résistance, et Fabien, il s'est battu, comme on sait, jusqu'au bout, puisqu'il est mort en Alsace en janvier 1945. Et donc, on peut toujours mettre des interventions de tout le monde, mais peut-être un petit contrepoint, ça aurait été bien. Je ne retirerai jamais l'intervention de Gagné-Raymond. Ce qu'il voulait, il était en colère contre le fait qu'on ait peu valorisé le combat des étrangers dans l'après-guerre. Et par exemple, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on va pas s'étendre là-dessus, Auguste Lecoeur m'a raconté par exemple que quand il y a eu les élections municipales à Paris en 1945, André Marty avait demandé à ce qu'il ne figure pas d'étrangers dedans, ni des juifs. Si vous voulez, il y avait une volonté comme ça de mettre à l'écart, de gommer le rôle des juifs, des immigrés, des noms difficiles à prononcer. Et donc Gagné-Raymond en fait pas, c'est tout. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai, on mettait en avant Fabien et Roltanguy. Il fait plus que part. Il fait un raisonnement qui est quasiment rétrospectif en disant j'irai pas jusqu'à, mais enfin quand on dit j'irai pas jusqu'à, n'empêche qu'on le dit quand même. Oui, hein. oui. Voilà, j'irai pas. Donc en fait, il parle de cette volonté de ce que j'ai appelé après Annick Riegel, le national-torésisme, qui est effectivement de repeindre aux couleurs de la France toute cette résistance, et il en déduit que peut-être bien qu'on les a lâchés parce que déjà en 1943, on savait quelle serait la ligne politique de Staline en 1944. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas acceptable, de mon point de vue. C'est un raisonnement qui n'est pas acceptable, mais malgré tout, pour moi, il avait une certaine autorité parce qu'il avait ressuscité cette histoire. Et puis, n'oubliez pas, et vous allez le découvrir dans le prochain film de Ruth Zilberman, n'oubliez pas le sort qui a été réservé aux résistants dans l'après-guerre, dans les procès staliniens d'après-guerre. Mais tout à fait, mais justement, c'est l'ensemble des résistants que le Parti communiste a peut-être voulu mettre en arrière, c'est écrit dans pas mal de livres, et c'est sans doute pas seulement les résistants étrangers. Disons que le Parti communiste a un gros problème, je trouve, avec les résistants juifs, les militants juifs, avec les responsables Le Parti juifs. communiste a eu vraiment un problème avec les juifs. Voilà. Et il a eu, pas toujours, mais de façon particulièrement aiguë, dans les années qui ont suivi la guerre, à la fois en Union soviétique, dans les démocraties populaires, et bon, en France, la situation n'était pas la même, mais
Annick Riegel raconte que sur son dossier, il avait écrit juif. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un barrage à la promotion au sein du Parti communiste de ceux qui étaient juifs. Bon, maintenant en France, toutes les affaires Tillon-Lecoeur, toutes les grandes affaires du Parti communiste, elles n'ont pas concerné les juifs. Parce qu'il y avait très peu de juifs dans la hiérarchie du Parti communiste avant que la génération des Krasuki arrive à l'âge d'avoir des responsabilités. Ça ne veut pas dire que le Parti communiste français était Judenrein, ça serait de mauvais goût, mais c'est pas un problème, c'est pas au sein du Parti communiste français, c'est pas un problème comme ça l'a été en Pologne, en Union soviétique, c'est pas un problème. Ça ne fait pas question comme ça l'a été ailleurs. Bien, mais c'est tard. En tous les cas, je vais laisser la parole à Olivier Lalieu. Vraiment, c'était vivant. En tous les cas, c'était vivant. Parce que quand, je dirais, il y a un dialogue tout lisse, c'est pas pareil. Là, au moins, chacun a des convictions. Et puis, l'histoire, elle demande à être approfondie d'une manière permanente. En tous les cas, vraiment, de tout cœur, je vous remercie. Je passe la parole à Olivier. Et puis, on se dit un jour prochain, peut-être autour du film de Le Ruth. Ce sera avec plaisir. Certainement, et qu'on accueille toujours avec grand plaisir au Mémorial de la Shoah. Et Ruth le sait bien. Écoutez, mesdames et messieurs, vous étiez ensemble dans cette salle. Vous étiez aussi sur les réseaux sociaux pour le débat. Et donc, et sur le site du Mémorial. Donc, un grand merci à vous. Un grand merci à nos intervenants ce soir. Mosco, Annette Diezurka et Claude Boschurberg. Je regretterai pour ma part que ce débat écran, finalement, du début des années 80, se soit d'une certaine manière aussi perpétué un peu ce soir, et qu'on n'ait pas pu aborder aussi l'impact du film dans les années 80 et ensuite, qui avait permis justement de contribuer à cette reconnaissance de la résistance juive, de ce visage de la résistance juive en France. Ce sera l'objet d'autres séances ici au Mémorial à l'occasion des prochaines journées de la résistance. Merci à vous.